faites de votre centre de contact le fer de lance de l'expérience client. Donc ce web séminaire fait partie des CX Days d'Eloquent qui ont lieu le 31 mars et le 1er avril. Donc on se voit ce matin à 10 h pour une première session. Ensuite cet après-midi sur la personnalisation de la relation client. On se voit demain également sur la sémantique. On se voit également demain sur la culture client et l'écoute. Donc n'hésitez pas, si vous avez un petit peu de temps, à participer à nos autres web séminaires de cette session. Alors, là j'ai parlé un petit peu, mais je vais laisser Sylvie se présenter. Je te laisse parler un petit peu de ton parcours. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Sylvie Clayet, je suis consultante pour le service client de Prévoir. Donc, j'interviens en tant que manager de transition pour la responsabilité du service client. Par ailleurs, donc, je suis, oui, comme le disait Frédéric, depuis 25 ans dans le monde de la relation client. Rapidement, j'ai je suis passée par à peu près tous les postes d'un service client ou d'un centre de relations clients et j'ai exercé pendant 16 ans en tant que consultante senior dans 2 cabinets parisiens où j'ai installé près de 45 services clients et en multicanal. Ensuite, j'ai été rapidement, je vous fais mon parcours, j'ai été pendant 4 ans responsable des services clients e-business de la Poste. Et aujourd'hui, donc, je suis de nouveau repassée consultante et j'exerce surtout en management de transition ou en accompagnement d'entreprises qui ont besoin de réorganiser leurs services clients en termes de performance, de productivité et de qualité de la relation client pour obtenir bien sûr la meilleure satisfaction possible. Voilà, donc je vais vous développer un peu tous ces sujets lors de ce webinaire. Alors merci Sylvie. Donc moi, Frédéric Canavette, je suis responsable d'offres chez Eloquent. Et donc j'aurai le plaisir de co-animer ce web séminaire. Donc 45 minutes, on va voir ensemble une petite présentation de qui est Prévoir. Donc si vous ne connaissez pas l'entreprise, la taille du service client, etc. Et ensuite, on va avoir les 4 parties essentielles du webinaire. 1, le rôle du centre de contact en 2020, donc quelques chiffres qu'on va partager ensemble. Ensuite, 2, comment on va pouvoir piloter efficacement ce service client. 2, tout simplement, comment on peut gérer l'internalisation, l'externalisation de manière efficace. Et 3, tout ce qui est appel proactif. Et on verra 3 cas d'écoles qui sont mis en place chez Prévoir, en fait, pour justement améliorer la fidélité des clients. Alors, je te laisse peut-être parler en quelques minutes de Prévoir. Oui, tout à fait. Donc Prévoir, c'est un groupe familial, c'est dirigé toujours par la même famille depuis plus de 100 ans. Aujourd'hui, donc 1800 salariés, 574 millions d'euros de chiffre d'affaires, 700 000 assurés, donc sur des produits d'assurance plutôt assurance vie, prévoyance et également sur un public de travailleurs non salariés. Nous obtenons aujourd'hui un taux de 95% de taux de satisfaction après beaucoup d'actions mises en place. 2 centres de contact, donc un à Paris qui est au siège, donc que je dirige actuellement, et un autre que nous sommes en train de déployer en Normandie. Et nous avons chez Prévoir 40 agents qui sont multicompétences et multicanal, qui agissent sur le multicanal. Voilà, et donc Prévoir a également, je peux rajouter que Prévoir vient de racheter le groupe AssureOne, qui est un groupe spécialisé dans les produits d'assurance en ligne, donc que nous pouvons acheter en ligne, avoir des renseignements. Enfin, en fait, assure tout en ligne et n'a aucune agence physique. D'accord. Alors, je crois qu'on m'a dit qu'il y avait un petit problème de son. Là, j'ai mis un peu plus fort mon micro. Dites-moi si c'est un peu plus intéressant et puis un peu plus audible. Donc, ce qui était intéressant de savoir, c'est que voilà, il y a eu des gros efforts qui ont été faits au niveau de Prévoir. Et ce qui est intéressant, c'est que Sylvie, quand elle est arrivée, donc chez Prévoir, elle a mis en place pas mal de choses et justement, elle va nous expliquer dans sa partie gestion au quotidien comment on peut passer d'un centre de contact un petit peu classique à essayer d'aller un peu plus vers l'excellence et vers l'expérience client.
Voilà. Alors donc Eloquent, si vous ne connaissez pas, en fait c'est simple, hein, on a en fait 3 métiers principaux. Le premier, c'est bien sûr le centre de contact, c'est pour ça en fait qu'on est légitime et qu'on a invité Sylvie aujourd'hui, hein. Nos solutions centre de contact sont utilisées chez les équipes de Prévoir. Et donc on va proposer services vocaux, SVI, callbot, chatbot, chat, email, etc. etc. Et on va également avoir un deuxième métier qui sont les enquêtes de satisfaction, les enquêtes collaborateurs, que ce soit en SMS, email, web ou en vocal. Et le dernier point, c'est tout ce qui est analyse sémantique, qui sont intégrés directement dans nos solutions. Par exemple, dans la solution de centre de contact, les emails sont analysés par la sémantique pour savoir le sentiment du client. Et dans les enquêtes de satisfaction, on va pouvoir analyser et crawler le web pour savoir quels sont les avis des clients. Et on l'a fait par exemple dans le secteur banque assurance. Voilà. On peut également faire de l'analyse des conversations des agents. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez nouveau, où on peut tout simplement prendre les conversations téléphoniques et voir s'il y a des moments de vérité dedans qui sont intéressants ou pas, et analyser comme ça et noter la satisfaction de manière totalement indolore. Ça, c'est assez nouveau. Donc, c'est l'analyse des émotions dans les conversations téléphoniques. Mais bon, voilà, donc quelques-uns de nos clients, donc on a bien entendu Prévoir parmi nos clients, mais on a également de grands noms, comme par exemple la Maïf, Enedis, Proservia, Lafarge, Total, etc., qui sont dans nos portefeuilles de clients. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence vraiment par une petite introduction qui va poser un petit peu le sujet. Là, c'est moi, en fait, qui vais plutôt parler de ça. C'est pourquoi, en fait, on parle aujourd'hui du service client et pourquoi on parle de fer de lance. C'est tout simplement parce qu'on se rend compte que le service client, vraiment, a un rôle essentiel à jouer. Mais en fait, tout simplement, la qualité de service est souvent perçue selon, en fait, la relation qu'on a avec l'entreprise. Pour 96% des gens. Ça, c'est une étude qui a été sortie par élu service client de l'année en 2020. Et en fait, en plus, on se rend compte en cas de déception par rapport à la qualité de la relation, et parfois, un client, vous comme moi, hein, on peut se dire non mais je vais arrêter de travailler avec cette boîte, ils comprennent rien, le service client est vraiment désagréable, j'arrête et je passe à la concurrence. Parfois, c'est la petite goutte qui fait déborder le vase, et à ce moment-là, en fait, il faut surtout pas manquer cette étape-là. Ensuite, à 91% des cas, on sait que la qualité de la relation client influence la décision d'achat ou de réachat. C'est-à-dire que si on n'a pas d'aide, si on n'a pas de support, si on n'est pas écouté, si à chaque fois on est obligé d'attendre longtemps, on se dit non mais j'en ai marre de cette entreprise, je veux en changer. Et le dernier point, et ça c'est vraiment à l'inverse, au contraire, en cas de bonne expérience avec un service client, les gens sont prêts à dépenser plus ou être plus fidèles à 76% des cas. Donc voilà, vous aurez bien sûr les slides, hein. Après, vous les recevrez en entier en PDF. Donc, la première chose, c'est ça, c'est la relation client reste essentielle. Deuxième chose, le téléphone reste quand même le canal privilégié. C'est pour ça qu'on fera un focus pas mal sur le téléphone aujourd'hui, en se disant que c'est toujours le premier canal de communication avec 55% des communications qui sont prises, devant l'email à 51, devant le site internet à 42, devant le chat à 25, et tout de suite, ça s'écroule. Voilà. Et le dernier point, pourquoi le téléphone? Parce qu'on sait qu'il y a 23% des Français qui sont, entre guillemets, des électronistes, c'est-à-dire des gens qui ont un petit peu de mal avec l'informatique, et donc le téléphone est là pour les aider. Donc, quelles conséquences? Les conséquences sont vraiment simples. Le centre de contact doit être encore plus au centre, et encore plus présent à ces moments clés pour répondre plus rapidement, certes, ça on en parle toujours, mais également comprendre, plus d'empathie. Et ça, on le verra avec tout à l'heure avec Sylvie. Personnaliser la relation, VIP, maîtriser les process et les produits, anticiper les demandes, le proactif qu'on voit tout à l'heure, et surtout être dans une démarche d'amélioration continue et de culture client. Voilà. Donc là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet et les quelques bonnes pratiques issues de Sylvie. Alors donc, ce qui se passe, c'est qu'on va parler d'abord de pyramide. On se dira, pour donner une bonne expérience client, il faut déjà avoir de bonnes bases, des bons fondamentaux, donc avoir des connaissances métiers. Forcément, si un conseiller au téléphone et il n'est pas capable de répondre correctement, ça va être un petit peu compliqué d'offrir une bonne expérience client. Et donc, bien sûr, les fondamentaux, avoir les connaissances métiers. Mais ensuite, on va voir justement ce qui est essentiel, c'est la qualité de service, réactivité, joignabilité, et on verra un petit peu avec Sylvie comment on peut faire ça. Ensuite, offrir la qualité de service attendue, donc l'amabilité, la résolution au premier appel, etc. Mixer self-service et également personnalisation. Et à la fin, tout en haut de la pyramide, tout ce qui est proactivité, et ça c'est la fin du web séminaire. Donc on fera vraiment un focus sur ces trois briques, hein, la joignabilité et tout ce qui est service délivré et service et qualité attendue.
Et pour cela, en fait, ben, justement, là, on passe sur des indicateurs. Tiens, il y a d'ailleurs une question d'Hélène qui est assez intéressante. Allez, on va la prendre. Chez le groupe Prévoir, quel est l'objectif de QS? Puisque justement, là, c'est exactement ce qu'on était allé voir. Alors, on a un objectif de QS qui est à 95%. Sur l'ensemble des motifs de contact et une QS également de multicanal et notamment sur l'envoi la gestion des courriers et des emails de 24 heures. Peut-être parler maintenant des indicateurs. Voilà, il y a des indicateurs classiques à mettre en place et il y a à la fois un usage comment dire, opérationnel et un usage un petit peu managérial ou plutôt stratégique. Alors tout à fait. En fait, ce que l'on observe généralement, c'est que nous avons dans l'organisation d'une entreprise, dans la globalité en tout cas de la gestion des relations clients, nous avons donc différents niveaux et différents pôles, on va dire, d'action. Donc, bien sûr, on a les conseillers qui sont là pour gérer les appels ou les emails ou le chat et autres concernant les motifs de contact du client. Nous avons également tous les superviseurs donc, qui sont chargés, eux, de mesurer, de piloter la production, la productivité et la qualité. Et nous avons donc le responsable du service client qui, lui, va manager l'ensemble des indicateurs de DMT, de QS, de performance, de productivité, de qualité, en manageant les superviseurs qui, à leur tour, managent les conseillers. En amont de cela, nous avons donc des équipes qui sont chargées de l'expérience client, donc du marketing client, hein, ce qu'on appelle le marketing client, qui vont suivre en fait, notamment avec l'appui d'un CRM, eh bien, tout le parcours du client lorsqu'il y a une première demande, quel que soit le motif de la demande ou de la situation de contact. Nous avons le marketing qui, lui, va répondre en termes d'offres auprès du service client et la direction qui va s'assurer de lancer, de piloter, de lancer des offres, de manager des produits, de proposer des actions de fidélisation et autres. Et en fait, ce que l'on constate la plupart du temps, c'est que le centre de contact, donc les conseillers, superviseurs et responsables service client vont piloter leur activité de leur côté, je vais tenter de dire, et que finalement, tout ce qui concerne le marketing client, le marketing et la direction vont se baser surtout sur des études et des remontées et en fait ne prennent pas réellement en compte la réalité du terrain. Ce qui fait qu'il y a souvent un manque de communication, un manque de compréhension, des exigences qui sont difficiles à atteindre parce que pas réelles ou pas applicables ou pas en lien avec ce qui se passe sur la réalité du terrain. Donc en fait, les indicateurs qui nous servent à piloter la productivité, donc le temps de la DMT, hein, la durée moyenne de traitement, la qualité de service, donc le taux de réponse par rapport au nombre d'appels présentés, et les performances, cela finalement reste centré sur le centre de contact, alors que l'expérience client et le parcours client est plutôt analysé par d'autres équipes. Et en fait, on verra après ce qu'on a mis en place chez Prévoir et que j'ai pu voir dans d'autres services, c'est que le client, lorsqu'il contacte un service client, et notamment par téléphone, c'est que généralement, il a un besoin précis, mais ce besoin peut être interprété de différentes manières, notamment chez Prévoir, où on se rend compte que nous avons des clients qui sont des clients finalement assez novices dans les produits d'assurance et d'autres plutôt experts. Donc on verra après comment justement on a pu piloter l'ensemble de ces éléments pour améliorer la satisfaction du client. Voilà pour cette première
Je ne sais pas si vous avez des questions concernant cette première slide. Donc en fait, là, la chose clé, c'était se dire qui doivent être mis en place pour différents services. Et entre un conseiller, on utilisera la DMT pour, par exemple, savoir si il a besoin de formation, de compétences, etc. Pour le superviseur, cette même DMT servira à quelque chose d'autre. Pour l'expérience client, ça permettra d'identifier également des points noirs, etc. Donc ça, c'était vraiment de se dire que aussi, il faut faire attention, c'est ce qu'on disait en préparation, c'est que il faut que ces deux pôles différents, les opérationnels et les stratégiques, discutent entre eux. Autrement, en fait, on arrive à des incompréhensions. Et comme tu me disais, parfois, on met des plans d'action au niveau d'expérience client qui sont en fait une vue de l'esprit et qui sont en fait, on se met à la place du client au lieu d'aller faire de l'écoute et d'aller directement. Exactement, exactement. On ne prend pas compte on prend pas en compte la réalité du terrain et la vraie vie du client en fait. Hein. Ok, alors justement, là on parlait des tableaux de bord génériques. Toi en fait quand tu vas dans une entreprise, tu as d'autres tableaux de bord qui vont te permettre en fait d'aller chercher un petit peu une meilleure expérience client. Et un des premiers tableaux de bord dont tu nous as parlé, c'est tableau de bord satisfaction client versus DMT. Oui, alors en fait, effectivement, on parlait tout à l'heure d'objectif de QS. Donc, oui, l'objectif de QS est important, mais il faut la visualiser vraiment dans la moyenne. Parce que le temps de traitement d'une conversation avec un client peut être plus ou moins long et plus ou moins, je dirais, directif ou accompagnant, parce que nous avons des clients, ce qu'on a fait comme travail donc, au sein de Prévoir, c'est que on a travaillé autour des logiques décisionnelles de contact. Donc les logiques décisionnelles de contact on va dire, se séparent en deux grandes familles. Il y a une première famille qui est celle du client. Alors quel que soit le secteur d'activité, d'ailleurs, on dans notre vie de client nous-mêmes, parce qu'on n'est pas expert dans tous les domaines, on va avoir une grande famille qui est la famille des novices. C'est-à-dire des gens qui appellent généralement, excusez-moi de vous déranger, mais voilà, je vous appelle parce que je ne comprends pas, j'ai pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, voilà. Ce sont des clients, des novices, quel que soit le secteur d'activité, qui ont besoin d'un accompagnement beaucoup plus poussé, beaucoup plus pédagogique, beaucoup plus accompagnant, pour ne pas me répéter. Et puis, on a une autre famille qui là aussi se voit sur l'ensemble des secteurs d'activité, qui est une famille plutôt d'experts et qui, eux, vont vous contacter pour des points précis, c'est-à-dire qu'ils vont, notamment chez Prévoir, pour vous illustrer concrètement, nous avons des clients qui vont nous téléphoner pour savoir comment déclarer les revenus de leur assurance vie d'un point de vue fiscal. Et puis, d'autres clients qui vont nous contacter de manière un peu plus directive d'ailleurs et qui vont nous demander des informations très très précises sur la fiscalité, sur un taux, sur un alinéa de contrat, sur des nouvelles lois, vous voyez, donc des choses plutôt très pointues parce que ce client-là, lui, va s'intéresser au produit et, alors on n'est peut-être pas un expert en assurance, mais en tout cas, montre de l'implication et de l'intérêt face à ce produit et va poser des questions beaucoup plus techniques. Et du coup, en fait, on a travaillé sur la qualité de service en termes de traitement et de réponse, à savoir identifier au préalable si j'ai plutôt affaire à un client novice. Donc, dans ce cas-là, je vais effectivement prendre plus de temps dans ma DMT, prendre plus de temps pour lui expliquer ce qu'il doit faire, comment il doit le faire et l'accompagner. Et par contre, on identifie également le client expert pour pouvoir lui présenter une réponse beaucoup plus pointue, beaucoup plus technique,
qui va aller dans le sens de sa satisfaction. Et c'est pourquoi, en fait, les tableaux de bord prennent en compte justement le nombre d'appels sur l'une des familles ou l'autre famille. Et on se rend compte que, eh bien, on arrive à équilibrer une DMT, non pas en fonction d'un nombre d'appels à l'heure, par exemple, mais d'une moyenne de traitement sur l'ensemble des deux familles. Et ça, généralement, on le constate dans différents secteurs. Je prends par exemple, lorsque vous téléphonez pour une panne de votre Wi-Fi, il y a des gens qui vont savoir parfaitement sur quel bouton appuyer, qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi ça clignote, etc. Et puis des gens qui sont complètement perdus et qui vont attendre vraiment une solution immédiate avec un accompagnement fort. Et généralement, quand on est dans la famille de novices, les réflexes que l'on a, c'est oh là là, il va falloir que j'appelle mon fournisseur d'accès Internet, je ne vais encore rien comprendre. Et ça, c'est vraiment très très important dans la satisfaction client, et il faut former les conseillers à comprendre qu'ils ont affaire à différents types de clients pour pouvoir apporter une meilleure satisfaction. Et la durée moyenne de traitement, finalement, elle est à surveiller, parce qu'on doit surveiller une QS et répondre à tout le monde, mais elle doit être équilibrée. D'accord, donc ça c'est le premier tableau de bord. Le deuxième tableau de bord, petite astuce, donc c'est les clients avec un contact multiple sur le même sujet en 1 ou 2 journées, quel que soit le canal. Alors ça, explique-nous un petit peu à quoi ça sert ce rapport assez intéressant. Alors en fait, ce rapport-là, il va être utile. Il va être utile déjà auprès du conseiller, du superviseur, qui généralement, alors si le client appelle plusieurs fois, ça peut être parce que il n'a pas compris, on lui a mal répondu, on n'a pas su lui répondre. Donc ça, c'est un premier niveau d'alerte qui nous permet de dire, oh là là, ce conseiller-là, il ne sait pas répondre, il lui manque des connaissances, il faut apporter de la formation. On peut avoir une autre lecture qui est celle du marketing client, qui va être de se dire, finalement, est-ce que le parcours que je propose, est-ce que les process que j'ai mis en place sont efficients, vont permettre de répondre de manière juste, précise et experte à la demande de mon client. Et souvent, on se rend compte que le client appelle plusieurs fois parce que le process interne n'est pas adapté. Et dans ce cadre-là, plus il appelle et plus il s'énerve et plus la satisfaction diminue. Donc ça, c'est un deuxième niveau de lecture. Et puis, on a un troisième niveau de lecture qui est celui du marketing, en se disant, peut-être que l'offre que nous proposons n'est pas adaptée, n'est pas la bonne, n'est pas suffisamment pointue par rapport à notre clientèle ou ne répond pas à ses besoins. Et ce tableau de bord-là, il est important parce que on va se créer donc des alertes qui sont en lien avec le CRM, d'ailleurs, qui vont permettre de se dire, pour tel motif, on se rend compte qu'on a eu beaucoup de réitérations d'appels. Pour ce motif-là, on en a moins. Et donc, ça va permettre à la fois d'améliorer la compétence ou les compétences des conseillers. Ça va permettre d'améliorer les indicateurs de surveillance du superviseur en termes de qualité de discours et de connaissances produits. Cela va permettre au marketing client de voir que les clients, en termes de satisfaction, ne sont pas forcément très très contents. Et cela va permettre au marketing de se dire, finalement, est-ce que mon offre est en ligne avec les attentes de mes clients ou pas. Donc ce tableau de bord, il est très important parce que justement, il permet pas pour la première fois, mais en tout cas, il permet à l'ensemble des acteurs de pouvoir échanger sur
une satisfaction du client à différents niveaux. D'accord. Alors justement, il y a une petite question de Franck qui dit First Cause Resolution ou Hands on Done, est-ce que c'est la même chose? Eh bien oui, puisque Hands on Done, Oui. c'est sur tous les canaux. First Call Resolution, c'était que sur le téléphone. Maintenant, on parle de multicanal, donc on parle plutôt de Hands on Done que First Call Resolution. Tout à fait, tout à fait. First Contact Resolution, ça peut être. Voilà, exactement. Mais lorsqu'on a un FCR, on a un taux de FCR au-delà de 90%, on peut se dire effectivement que l'ensemble des acteurs et l'ensemble à la fois des compétences conseillées, du pilotage superviseur, du management du responsable service client, du marketing client, du marketing tout court et de la direction sont en bon alignement pour offrir une résolution au premier contact. Et je dirais même que le FCR, c'est l'indicateur qui permet de vraiment travailler sur la satisfaction du client, sur l'ensemble des motifs de contact. Alors justement, là on parlait de mesure du contact. Ce que tu aimes bien mettre en place, c'est également l'auto-évaluation par le conseiller, un moyen d'aller détecter en fait le ventre mou, l'insatisfaction cachée et surtout lutter contre le fatalisme en fait des. Exactement. Parce qu'en fait, bien souvent, on va mesurer la satisfaction du client, alors soit par des enquêtes, soit par du quality monitoring, soit par des questions qu'on va pouvoir lui poser à la fin d'un appel. En fait, le conseiller, lui, va pouvoir vraiment détecter ce qu'est un signe faible, parce que finalement, dans les enquêtes de satisfaction, qui sont très importantes et qui permettent d'avoir quand même beaucoup de données et d'indications pour mener à la satisfaction du client, en fait, le conseiller, lui, va entendre ouais, bon, bah, ouais, bon, bah, d'accord, ouais. Bah. Et ça, le ouais, bon, bah, d'accord, il se traduit en plutôt satisfait. Mais le plutôt satisfait, là, vous voyez que entre le ouais, bon, bah, d'accord, c'est comme d'habitude, quoi. Je peux rien y faire. Et le conseiller impuissant n'a pas la réponse pour pouvoir améliorer la qualité. Il va dire, bah oui, c'est le process de l'entreprise, je ne peux rien y faire. Bon, bah d'accord. Je prends pour exemple, prévoir, si vous téléphonez, ça nous est tous arrivé, si vous téléphonez parce que vous n'avez pas reçu votre colis, par exemple, vous attendez un colis très important pour vous, il n'arrive pas et sur votre application, vous voyez qu'il a été livré et que vous ne l'avez pas. Lorsque vous téléphonez à un service de suivi de colis, et je parle en tout état de cause parce que j'en ai géré pendant 4 ans, les process sont organisés plutôt du côté entreprise et non pas vers le sens client, parce que là, on va vous dire, bah, écoutez, on va déclencher une enquête. Ouais, et alors, bah, il faut attendre 48 heures. Ah, d'accord. Et à ce moment-là, bah, on ne peut pas dire qu'on n'est pas satisfait du tout, on ne peut pas dire qu'on est très satisfait, mais on est plutôt satisfait. En revanche, le conseiller, lui, va entendre que le client, il est déçu, en fait, il ne fait pas confiance, il est en colère, voilà, il est dans un niveau d'insatisfaction non pas exprimé par des mots, mais par de l'abattement, il subit, quoi. Il subit. Le fatalisme. Et ça, c'est important. Le fatalisme, c'est quelque chose qu'on n'analyse pas aujourd'hui sur une conversation. Et ça, c'est vraiment ce qui peut mettre un client très en colère. Il va vous appeler une fois, il va vous dire, bon, bah d'accord, bon, bah, c'est comme d'habitude. Et il ne va jamais reprendre votre service. Parce que une fois a suffi. Et ça, dans le plutôt satisfait, le marketing client, il ne va pas le détecter. Vous voyez? Donc, c'est important que le conseiller, parce que de toute façon, le conseiller, c'est lui qui gère la relation client. Hein, ce n'est pas le marketing client, c'est le conseiller. Le conseiller, c'est vraiment lui qui est en lien avec le client. Il n'y a que lui, à ce moment-là, qui peut dire les choses.
Et c'est lui qui va nous dire, ah là, le process, ça marche pas. Bon, alors là, la réponse que j'apporte au client, ça lui fait. Ça marche Donc pas. ça, c'est un tableau de bord également super important. Alors Super là, on a fait important. justement le fait que tu prônes le fait de ne pas oublier l'humain, que c'est l'agent qui produit l'expérience client. Enfin, et donc, il y a quand même quelques petits éléments à revoir justement dans l'organisation. Et quand tu vas dans une entreprise, souvent tu travailles là-dessus sur le métier, la valorisation et le fait que il faut savoir gérer de l'humain. Et que Exactement. faut gérer un petit peu les différents profils. Je crois que tu me disais que voilà, il y a certaines personnes sur lesquelles il va falloir être un petit peu dirigiste parce que la personne est là plutôt parce que c'est un job alimentaire, et d'autres au contraire qu'il faut entre guillemets valoriser et gérer un petit peu cet aspect paradoxal entre les compétences attendues et le salaire qui est offert. Tout à fait. En fait, le conseiller en relation client multicanal, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, enfin, ce qu'on sait, mais ça va sans le dire, mais ça va mieux en disant, c'est qu'on ne rêve pas d'être conseiller client dans un centre d'appel ou dans un service client lorsqu'on est petit. C'est pas un métier qui aujourd'hui fait partie de l'imaginaire et qui fait partie d'un cursus scolaire ou professionnel. Enfin, ça s'améliore un petit peu maintenant, mais c'est pas encore quelque chose de très abouti. Et en fait, lorsque on devient conseiller client, on le fait effectivement soit par contrainte, j'ai rien trouvé d'autre. Donc être là plutôt qu'ailleurs, c'est plutôt pas mal, ma foi, voilà. Bon. Soit par opportunité, donc j'ai l'opportunité de rentrer dans une entreprise qui me permettra de progresser, peut-être d'acquérir de nouvelles compétences et de me programmer en fait une carrière que je n'aurais peut-être pas pu espérer vu mon cursus scolaire. Et donc ces deux différences-là font que le management forcément doit être différent. Et aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le métier de conseiller client n'est pas un métier dont on est fier. Parce que, amusez-vous à poser la question si vous avez l'opportunité de rencontrer des gens qui travaillent dans un centre de contact. Tous vous diront, je ne dis pas ce que je fais. Je ne dis pas ce que je fais ni à mes amis, ni à ma famille. Je dis simplement que je traite de l'assurance, je suis conseiller en assurance, mais je ne vais sûrement pas dire que je fais partie d'un service client parce que immédiatement, on va me dire « Ah ouais, c'est toi là qui nous appelle tous les soirs pour nous enquiquiner ». Et c'est un métier, la plupart du temps, c'est un métier dont on a honte. Donc ça, c'est des choses qu'il faut... Enfin, moi, je le vis au quotidien. Donc, c'est vrai qu'il est important de valoriser ce métier parce que, en plus, c'est un métier qui est... paradoxalement, qui est souvent... paradoxalement, je fais une parenthèse là-dessus parce que c'est important. Paradoxalement... tout ce qui est mis en place dans l'entreprise, les offres, le marketing, les outils, les études, les réunions, le parcours client, etc., tout ça donc, est géré par des gens qui sont des gens qui ont des cursus scolaires importants, etc. Et puis, paradoxalement, on confie ce que l'on a de plus cher, de plus important, de plus rémunérateur de l'entreprise, on confie son client à des conseillers clients qui généralement sont payés au SMIC et sont les moins formés de l'entreprise. Alors ça, c'est un paradoxe qui est quand même assez étonnant que moi je constate quasi tout le temps. Et du coup, il faut pouvoir justement remonter cette valorisation pour se dire, pour qu'on ait une meilleure qualité, on confie notre client à quelqu'un pour qui ce métier-là n'est pas un métier valorisant, est un métier dont il a honte, est un métier
dans lequel il n'est peut-être pas toujours formé au niveau qu'il le faudrait. Et du coup, le management, donc le superviseur et le responsable du service client, doivent vraiment travailler là-dessus, parce que on peut avoir des services clients où l'implication dans la relation client peut être proche du niveau 0. C'est-à-dire que j'applique ce qu'on me dit d'appliquer, point à la ligne. Et là, l'enchantement, l'expérience, etc., que j'entends dans beaucoup de conférences, ouais. Loin de la réalité. C'est un petit peu loin de la réalité. C'est un petit peu loin de la réalité. Voilà. Et alors, donc après, justement, ça veut dire que si je mets beaucoup d'implication dans ce que je fais, ou si j'en mets très très peu ou moyennement, forcément, j'ai des gens qui attendent un cadre, une direction. On va leur dire, ben voilà, tu te mets en mode production, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois dire, voilà ce que tu dois appliquer, voilà les indicateurs que tu dois, les objectifs que tu dois atteindre. Alors que d'autres conseillers, on va leur dire, comment tu pourrais faire pour atteindre ces objectifs? Qu'est-ce que tu pourrais apporter? Qu'est-ce qui te semble intéressant de mettre en place? Voilà. Et ça, ces deux choses-là, c'est important de les communiquer au superviseur, parce que le superviseur fait partie aussi de la population la moins formée, et notamment la moins formée en management. Bien souvent, il est issu de l'équipe et n'a pas forcément, je dirais, toutes les données. Complémentaires, c'est juste parce voilà, que c'est un bon conseiller, soit il vendait bien, soit il avait un bon contact. Et voilà. il était nommé Oui, il connaissait que, bien les produits. Et voilà. Et du coup, il faut donner ces clés-là au management de proximité, parce que c'est un être humain qui gère la relation client, c'est pas un outil. Donc, il faut évaluer son niveau d'implication, son besoin de cadre, son besoin d'accompagnement, son besoin de valorisation et de progression, il a envie d'apprendre. S'il a envie d'apprendre, il faut lui apprendre. D'accord. Voilà. Alors l'autre point également, c'est ce qu'on avait échangé, on verra rapidement, c'est que les enquêtes collaborateurs, il faut en mettre en place, mais au-delà de l'enquête RH classique qu'on connaît tous, mais plutôt se interroger sur les process, les métiers, qu'est-ce qu'ils pensent, enfin une enquête sur qu'est-ce qu'ils pensent des process qu'on peut améliorer, sur la multiplicité des canaux et tout ça. Donc rester très opérationnel dans l'enquête et pas faire de l'enquête un peu bullshit, comme ils s'en rendent compte, mais vraiment sur leur métier qu'on leur demande l'avis. Ça, c'est vraiment un point important. Exactement. En lien avec ce qu'on disait précédemment, tout à fait. Alors justement, là, on va passer à la deuxième partie qui est souvent intéressante. C'est d'ailleurs une question qu'on a eue tout à l'heure dans le chat, mais qu'on répondra à la fin. C'est parler de l'externalisation, mesurer la satisfaction qu'on externalise. Là, on a un cas assez intéressant. Donc en fait, c'est prévoir, donc tu as dit 2 centres de contact, et en fait, là, vous mettez en place un projet pour mixer internalisation et externalisation. Donc les deux équipes vont être équipées d'éloquents, donc l'équipe prévoir traditionnelle, et vous allez faire appel à une force supplétive, tout simplement externaliser ça. En 2-3 mots, tu peux juste nous donner pourquoi vous mettez en place cela ? En fait, on le met en place, alors ça n'a rien à voir avec le nombre d'agents, qu'on soit 40 ou 500 ou 900 conseillers sur notre centre de contact. C'est juste parce que ça permet d'équilibrer, notamment, par exemple, de pouvoir avoir des heures d'ouverture de service plus larges. Et avoir des heures d'ouverture le week-end, par exemple. Ça permet également d'éviter de subir le turnover, parce que, comme je le disais précédemment, on a quand même beaucoup de turnover dans ce métier dû à la baisse d'implication. Et puis, faire face à des pics, parce que notamment dans l'assurance, on sait que notamment au niveau de la déclaration des impôts, on a des pics d'appels très importants, donc ça permet justement de tenir notre QS. Ça permet aussi de réduire les coûts du centre de contact, parce que en externalisation, on a une maîtrise des coûts qui est plus cadrée, on va dire. Et puis, bien sûr, dans les cas que l'on vit aujourd'hui, permettre le télétravail
aux conseillers présents sur le centre de contact parisien et d'équilibrer avec les conseillers qui peuvent être présents sur le centre externe. Voilà, donc là c'était le pourquoi. Alors justement, cette externalisation partielle, quels sont un petit peu l'organisation, le flux, comment ça se passe en quelques mots, donc en fait les challenges en fait à mettre en place lorsqu'on veut se lancer là-dessus. Parce que là en fait vous avez utilisé la même solution de centre de contact, donc Eloquent, que ce soit en interne ou en externe. Comment en fait on fait ça? Parce que vous partiez de zéro, hein, et comment on fait? Eh ben, comment on fait? En fait, déjà, on travaille sur un parcours de formation et d'intégration des nouvelles équipes. Et ce parcours d'intégration, il va du plus simple au plus complexe, évidemment. Donc, il va se dérouler sur 6 mois. On met des indicateurs en place en fonction du niveau de complexité des motifs de contact que l'on a à gérer, donc avec une graduation, hein, toujours. On va mettre à jour les outils, donc les serveurs vocaux, notamment parce que on va orienter certains types de flux plutôt que d'autres sur le centre externe parce que les appels les plus complexes pour l'instant restent centrés sur l'équipe de Paris qui est plutôt une équipe compétente. Et puis, en fait, le routage va se faire de manière, on va dire, graduelle en fonction de la complexité, la sensibilité de la demande. Et on va aussi travailler beaucoup à faire de la cohésion d'équipe. Donc, par exemple, on a mis en place quelque chose qui fonctionne assez bien pour rassurer l'équipe de Paris qui se dit « Oh là là, mon Dieu, l'externalisation, on va tous perdre notre emploi ». Eh bien, on a mis en place des binômes, par exemple, notamment pour accompagner les nouveaux avec des anciens de Paris qui travaillent, qui répondent aux questions, qui les accompagnent comme des parrains, des parrains, des gens des référents. Et donc, ça permet de créer de la cohésion d'équipe et de rassurer tout le monde. D'accord, ça c'était un petit peu la partie challenge. Et la solution de centre de contact, comment on l'a fait évoluer? Parce que bon voilà, vous l'utilisiez surtout en interne pour ça. Qu'est-ce que vous avez fait en fait? Et ben en fait, on a repensé le SVI, donc avec Eloquent. Donc on a repensé le type de demande client, notamment on a des cas, par exemple la gestion des décès, c'est des choses qui vont rester sur Paris. Donc on a repensé le SVI, on a créé des reportings unifiés, donc on a les mêmes reportings, donc que ce soit l'équipe de Paris ou celle de Pont-de-Mer. On a un monitoring de la qualité idem sur l'externe et sur l'interne, avec un suivi du marketing client qui sera sur l'ensemble de l'équipe. Et puis, bien sûr, on va utiliser, Eloquent va nous accompagner sur la formation à l'outil, la manipulation, ce qu'on peut faire, etc., etc. Alors là, on a pas mal de questions intéressantes, mais comme on est un peu en retard, on va les reprendre à la fin. On va essayer juste d'avancer sur la dernière partie et ensuite on fera le tour des questions parce que c'est des questions qui sont vraiment très intéressantes sur des équipes, etc., etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la dernière partie et ensuite on va faire la conclusion et ensuite on passera aux questions-réponses et donc de rester en ligne. Sylvie va répondre à la plupart de vos interrogations qui sont très pertinentes. Je les vois dans les... J'ai tout mon temps. Je suis confinée comme vous. Alors le dernier point, en fait tout simplement, c'est la proactivité. Ça, on l'a parlé tout à l'heure, hein, c'est le but ultime de tout service, c'est de ne pas attendre en fait que le client parte, mais essayer de le retenir. Alors pourquoi on fait des appels proactifs? Je ne vais pas y rester très longtemps. C'est parce que ça donne une image positive. C'est les clients aiment ça tout simplement. Et puis après, ça permet d'avoir une meilleure perception d'entreprise. Alors, chez Prévoir, en fait, tu nous as présenté 3 campagnes justement qui sont sur le mode proactif. Alors le premier, en fait, 3000 appels, c'est ce fameux appel de bienvenue. Est-ce que tu pourrais nous en dire 2-3 secondes?
Oui, bien sûr. Ben, en fait, on réalise donc 3000 appels sortants par mois, en fait, qui sont destinés aux nouveaux clients. Donc, que l'on appelle après le premier mois de souscription pour savoir si tout va bien, s'ils ont bien compris leurs produits, s'ils ont des questions, voilà, si on peut leur apporter de l'aide, etc., etc. Donc, bien souvent, lors de ces appels, ben, on a des modifications de mensualité, ce genre de choses, et ça permet vraiment d'accompagner le client. Et du coup, on a un taux de fidélisation qui a été vraiment très, très amélioré grâce à ces appels de bienvenue. Donc une campagne simple à mettre en place, Tout à lancer fait. un ticket entre guillemets un ticket qui est créé pour juste peut-être une question, est-ce que c'est une équipe dédiée ou c'est les mêmes conseillers que les autres? Alors, ce sont les mêmes collaborateurs, mais qu'on met en plage horaire dédiée. Hmm. Hein, donc, il y en a qui se portent candidats, qui aiment bien faire ce type d'appel. Ça change un petit peu, on va dire. Voilà. Donc, on met généralement des conseillers qui sont un peu experts parce que les clients posent des questions un peu tous azimuts. Donc, vaut mieux savoir répondre à toutes les questions. Alors intéressant, des plages dédiées, des conseillers experts. Deuxième type de campagne proactive, c'est le programme Direction Retraite. Alors ça, c'est spécifique à prévoir, mais ça peut être mis aussi dans d'autres secteurs d'activité. Tu peux nous en dire quelques mots? Alors, en fait, là, ce sont des clients qui ont comme produit un produit donc destiné à leur retraite. Et donc, là, on fait des appels proactifs. Donc, il y en a 3500 réalisés au mois de novembre, parce que c'est à ce moment-là que les produits changent au niveau fiscalité. Et là, donc, on fait un appel proactif permettant justement d'apporter des conseils à nos clients qui approchent de l'âge de la retraite ou qui vont être en retraite pour leur apporter donc des conseils sur l'utilisation de leur épargne, comment ils peuvent la débloquer, sous quelles conditions, le taux de la fiscalité, etc., etc. Voilà, donc ça permet en fait aussi aux clients de continuer des produits. Enfin, ça permet à l'entreprise de placer de nouveaux produits et ça permet aux clients de sécuriser, on va dire, ses placements. Ouais, donc là, c'est comme tu le disais en préparation, c'est un moyen de rassurer le client, de lui apporter des services, donc d'avoir de la recommandation, mais passer indirectement des nouveaux services. Donc en fait, Exactement. c'est vraiment un appel qui aide le client et qui aide également l'entreprise parce qu'autrement, bah, le client il se retrouve à la retraite, il est un peu perdu et puis bah, le placement qu'il fait, il le fait sur autre chose. Et donc là, pour vous, c'est gagnant-gagnant sur les deux. Exactement, exactement. Troisième campagne, alors c'est une campagne qui est en cours, on t'en a Oui. parlé tout à l'heure, c'est vraiment un moment de vie, un moment du parcours client qui est vraiment particulier chez Prévoir. Et donc c'est un appel qui est là vraiment pour montrer la qualité de service et faire en sorte qu'on le recommande d'entreprise et que l'image soit meilleure. Alors oui, tout à fait, parce qu'en fait, là, c'est une campagne qui est destinée donc au suivi post-décès, parce que bien évidemment et malheureusement, les clients, enfin les personnes qui nous contactent sur des appels d'essai sont généralement des bénéficiaires et ne sont pas clients Prévoir. Sont les enfants, les nièces, les neveux, etc. Et donc, alors on en revient à ce qu'on disait au début, bien souvent ils sont novices parce que eux-mêmes n'ont pas fait le choix de l'assurance vie. Donc, du coup, ils arrivent là, ils se disent, bah, alors, qu'est-ce que je dois faire? Quel papier, quel truc, quel machin? Donc, ça, c'est assez compliqué à gérer parce que, bon, il y a double difficulté à la fois émotionnelle et technique. Voilà, donc soit sur des produits d'assurance vie, soit sur des produits aussi, vous savez, de prise en charge de frais d'obsèques. Donc en fait, c'est important on s'est rendu compte qu'il était important de pouvoir suivre ces clients-là, enfin ces bénéficiaires-là, en les appelant. Donc, alors on essaye de 1 à 2 fois, généralement dans le mois et demi
qui demande que demande la gestion du décès. Et donc, c'est vrai que là, on obtient plutôt on va dire des résultats d'images, de conquête aussi, parce qu'ils sont généralement assez contents qu'on les contacte pour les aider. Donc là, le principe qui peut être dupliqué dans d'autres secteurs d'activité, c'est se dire, est-ce qu'il y a un moment de vérité sur lequel on a besoin de la et qui sera là après, donc justement pour montrer la qualité de service et montrer en fait l'accompagnement pour un meilleur taux de prescription. C'est ce que font d'ailleurs par exemple des gens comme Orange aussi, comme EDF ou autres, quand vous déménagez, hein, on vous appelle, on vous demande si tout s'est bien passé, etc. Donc ça, c'est important. Même moi, j'ai été surpris quand j'ai changé d'abonnement EDF, d'être appelé, m'appeler au téléphone alors que j'ai juste fait un truc sur Internet. Et c'est que c'est là que je me suis dit, tiens, je n'ai pas changé d'opérateur historique. Et ils ont été sympas, ils m'ont appelé, je préfère la sécurité, c'est pas grave de payer 3 € de plus par mois. On est d'accord. C'est super. Voilà. Alors justement, on va passer à la conclusion et ensuite on va traiter les questions-réponses. Donc n'hésitez pas, j'ai vu qu'il y a Isabelle, il y a Franck qui ont posé des questions très intéressantes, et Benjamin aussi. Hein. Il va y répondre en quelques secondes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste terminer la partie web séminaire. Donc la conclusion, ce qu'on voulait vous dire, c'était que le centre de contact est vraiment une des clés de l'expérience client. Dès que vous avez beaucoup d'appels téléphoniques, de demandes au service client, forcément c'est là. Comme le disait tout à l'heure Sylvie, c'est là que se fait la relation, c'est le conseiller qui doit vraiment faire la différence. Donc on a parlé qu'il était essentiel de mettre en place des KPI, des indicateurs essentiels, et utiliser en fait le qualitatif pour aller plus loin, mais également travailler sur l'humain. Tu nous as parlé vraiment de manière importante, formation, coaching, si nécessaire l'externalisation partielle, si on a des besoins de qualité, de turnover, de pic d'appel, mais ça peut-être qu'on pourra en dire quelques mots selon les questions. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions tout de suite. Et donc cet aspect humain. Ensuite, du relationnel et l'émotionnel via des appels proactifs, par exemple, qui permettent vraiment d'aller au-delà du simple je vends un service et voilà, on a rendu le service, on va vraiment aller dans la préconisation. Donc le plan d'action, il est simple. Dès demain, vous faites un bilan. Est-ce que vous avez des indicateurs? Est-ce que Sylvie vous a donné quelques idées d'indicateurs supplémentaires à mettre en place? Quelle est la satisfaction client? Est-ce que vous pouvez détecter et traiter cette insatisfaction? Donc l'enquête post-appel classique, l'appel proactif, on a parlé également. Ça peut être l'enquête de satisfaction aussi à froid, en dehors des points de contact pour avoir la recommandation. Et bien entendu, cet aspect un petit peu détection d'insatisfaction cassée grâce à l'auto-évaluation par les collaborateurs, quelque chose de vraiment simple qui peut être mis en place directement dans le CRM. D'ici 3 mois, mettre à jour vos tableaux de bord, définissez des SLA de traitement, comme l'a dit Sylvie, 24 heures pour répondre à un courrier. Ça peut être parfois aussi juste un indicateur interne pour challenger les équipes et leur dire voilà l'objectif et leur donner une vision, parce qu'autrement, s'il n'y a pas d'objectif, ils font du mieux qu'ils peuvent et puis voilà quoi. Détecter l'insatisfaction post-appel, on l'a vu ensemble, notamment par le conseiller. Les opportunités offertes par les solutions de gestion de la relation client, on a parlé tout à l'heure, le multicanal, l'externalisation. Écouter les conseillers, donc la fameuse enquête interne, au-delà en fait du baromètre RH habituel, mais pour leur demander leur avis et les impliquer dedans. Et d'ici 9 mois, comment en fait vous pouvez créer un moment qui compte. C'est ce fameux appel proactif lors des circonstances de décès là malheureusement, où en fait on va être présent et on va dire waouh, prévoir, ils m'ont expliqué tout, j'ai bien compris, si je dois aussi un jour prendre un service comme cela, je vais le recommander parce que c'est des gens bien qui m'ont aidé dans un moment où c'était difficile. Voilà. Et dernier point, automatiser les demandes à faible valeur ajoutée, on a parlé tout à l'heure. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on prenne en fait les questions-réponses. Alors, on va peut-être essayer de remonter tout en haut. Hop, et posez-nous vos questions tout de suite, n'hésitez pas. Là, il y avait donc les personnes qui nous avaient parlé un petit peu de leurs besoins. Est-ce que les slides sont visibles? Enfin, les slides sont disponibles. Oui, on va vous envoyer les slides par email suite au web séminaire et vous aurez même droit à une petite enquête de satisfaction. Il y avait Anthony qui avait posé une question, Anthony G. Le taux de joignabilité est-il aussi suivi par prévoir? Est-ce un problème? Le taux de joignabilité en appel sortant alors? Parce que sinon, c'est plutôt en entrant. En entrant, donc c'est la QS?
Ouais, je pense que c'est ça. Oui, la QS est importante, comme on l'expliquait précédemment, mais en tenant compte des typologies clients. Alors, il y a une question qui est très juste d'Alain Tay, mais je pense que toi, tu vas l'expliquer que c'est une raison historique. Pourquoi 2 centres de contact et non une agence centralisée? Ah, alors pourquoi 2 centres de contact? Parce que, alors une agence centralisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, Un seul groupe à Paris, quoi, par exemple, ou un seul groupe en eh Normandie. bien, en fait, parce que justement, l'externalisation nous permettra notamment d'ouvrir les heures d'élargir les heures d'ouverture de service et les jours d'ouverture de service, parce que Paris, par exemple, ne travaille pas le samedi, alors que le service client externalisé travaille le samedi. Et donc, ça nous permettra de répondre aux clients de manière plus satisfaisante, notamment le week-end. Et le soir jusqu'à 20 heures. À 20 heures, là, c'est compliqué à Paris, je Ah pense, ou oui, dans c'est certaines compliqué. régions. Voilà. Parce que bah, voilà, la disponibilité est plus complexe. Une question de Lohan, quels sont vos recours pour les contenus des enquêtes de satisfaction? Alors, nous, bien sûr, on recommande toujours d'avoir des questions simples et d'avoir surtout un verbatim qui permet d'expliquer. Et souvent, en fait, on demande ben, voilà, quelle est votre satisfaction, le CSAT, hein, avec une note de 1 à 5, et un verbatim qui explique et après passer le moteur d'analyse sémantique pour comprendre tout ça. Si après, vous avez des demandes un peu plus importantes sur les enquêtes, on a un service études qui est là et qui peut conseiller les clients qui le souhaitent dans les enquêtes de satisfaction, le moment d'appeler, le canal, etc., etc. Alors, une question d'Alain qui dit quel est le temps de formation d'un conseiller novice à un conseiller expert? Ça, c'est une bonne question, mais je pense que c'est comme comme disait, je crois que c'est Fernand Reynaud qui disait ça dépend. Alors, je dirais que tout dépend de la complexité des produits, des services et des niveaux de compétences à l'arrivée et du niveau d'implication aussi. Généralement, il faut compter, on a 4 niveaux à passer. On a un niveau débutant. On a un niveau confirmé 1, donc le confirmé 1, c'est celui qui sait répondre au téléphone sur l'ensemble des demandes. On a un niveau de confirmé 2 qui sait répondre aux clients sur l'ensemble des canaux. Et on a un niveau expert qui est multicanal et multicompétence. Et pour arriver de débutant à expert, il faut compter, on va dire, une bonne année. Voilà. Parce que manier du mail, manier du téléphone, manier du chat, manier du courrier, c'est pas tout à fait les mêmes compétences et les mêmes niveaux, les mêmes besoins en formation. Ouais, tout à fait, l'orthographe en particulier. Alors, Notamment. une question intéressante d'Anthony qui dit faites-vous du prédictif, prospect chaud, réduire perte, churn, etc. Alors là, on ne pourra pas vous répondre vraiment de manière précise, puisqu'en fait, il y a Caroline Jacquemart qui est chez Prévoir et qui est en charge de ça, justement, mais qui n'a pas pu se déplacer ce matin. Mais voilà, il y a un service en fait qui est sur la connaissance client et qui travaille sur ce genre de problématiques-là. Alors, une autre question qui arrivait, que signifie, cela signifie que votre offre peut se déployer sur plusieurs pays? C'était une question de Franck B. Oui, bien sûr. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui a répondu dans le chat. Tout à fait, on peut travailler avec des personnes qui sont en France et d'autres qui sont au Maroc grâce à des softphones, à des téléphones, des logiciels, enfin, pas des téléphones physiques justement, et des SDA. Oui, bien sûr. Enfin, tout dépend après du produit. C'est vrai que sur des produits d'assurance vie, c'est un choix qu'on peut difficile. Enfin, c'est difficile de le faire parce qu'il faut aussi faire partie de l'univers, enfin que le produit fasse partie de l'univers culturel des pays que l'on va choisir. Enfin, moi, pour avoir formé beaucoup au Maroc, en Tunisie, au Sénégal et en Espagne ou en Roumanie, c'est vrai qu'il faut tenir compte de l'univers culturel des gens qui vont avoir la prise en charge de vos demandes. Voilà, ça c'est important. L'assurance vie, par exemple, ça n'existe pas au Maroc. Ouais, Donc c'est au niveau de la compliqué. culture, il y a vraiment beaucoup de choses à expliquer.
Alors, il y a une autre question qui est arrivée sur le chat. Hop, voilà. Sur les équipes de taille raisonnable, moins de 50 personnes, cela ne double-t-il pas la charge inutilement, process interne et externe à mettre en place? Alors, est-ce que tu peux me répéter la question? J'ai pas bien. Alors, c'est Benjamin qui dit externaliser quand on a moins de 50 personnes. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Parce que il y a une charge interne et externe, puisque il y a les conseillers sur place, il y a les conseillers à former à l'extérieur, il y a les tableaux de bord et tout ça. Est-ce que c'est pas un projet trop important pour un petit centre de contact? Eh bien, en fait, ça n'a rien à voir avec la taille du centre de contact. On vise surtout à développer le chiffre d'affaires et à développer la satisfaction client, et notamment par le biais de pouvoir élargir les heures d'ouverture, traiter peut-être d'autres appels aussi, parce que notamment les appels proactifs nécessitent du temps. Et donc, dans la planification, c'est compliqué de demander à l'équipe comment dire, interne de gérer l'ensemble des actions. Et si l'on souhaite se développer, alors soit on embauche à l'interne, ce qui est possible, mais qui est très compliqué sur Paris, soit donc on choisit d'externaliser sur une équipe voilà, qui sera interne aussi, hein, qui fait partie de la même organisation. Alors, une question intéressante d'Anthony G. Il dit les informations transmises aux conseillers en temps réel, par exemple les clients qui sont énervés, la voix stressée, etc. Alors ça, en fait, c'est une solution qu'on a, c'est la détection des émotions et on a un coaching en fait des conseillers qui permet de voir en temps réel l'énervement, les phrases, etc. Il n'est pas déployé chez Prévoir, mais on le déploie chez certains de nos clients. Donc, si vous êtes intéressé, Anthony, dites-le nous et on pourra vous faire une présentation. On s'est même amusé à le faire avec ma collègue Chantal, avec une détection en temps réel de l'énervement, des mots-clés et de l'ironie. Par exemple, quand Chantal dit à un moment vous êtes vraiment des champions, et ben en fait, le logiciel comprend bien qu'on n'est pas des champions. C'est l'ironie. Le fameux point d'exclamation. Ouais. Alors, donc, une autre question de Franck qui dit les conseillers sont donc multicompétents et multicanal, gèrent-ils aussi en temps réel les différents flux et comment? Donc là, c'est une question sur l'opérationnel du centre de contact. Là, en fait, c'est une question qui tourne autour de la planification. Donc, effectivement, ils sont en multicanal. Donc, ils gèrent du téléphone, du mail, du courrier et du chat et du NEC aussi, donc des demandes qui proviennent des espaces clients Internet. Donc, en fait, le multicanal est plutôt organisé autour de la planification des activités en fonction des prévisions et de l'outil de planification. Alors, une autre question de Fabien qui est assez intéressante, qui dit pour mesurer la qualité du discours, pouvez-vous vous connecter en temps réel sur le centre de contact de votre prestataire pour analyser et débriefer les appels? Tout à fait. Grâce à Eloquent, d'ailleurs, parce que l'outil nous permet donc d'avoir accès aux conversations en live et aussi à l'ensemble des enregistrements, parce que tous les appels donc, sont enregistrés et conservés 2 mois. Notamment parce qu'il s'agit de faire des contrôles de qualité et puis des contrôles, des doubles écoutes pour former les conseillers que nous suivons. Alors, il y a une petite question d'Isabelle qui dit comment être sûr de pouvoir mobiliser en interne, enfin en externe plutôt, des conseillers formés pour gérer le pic, car en même temps, généralement, les centres de contact externes sont en pénurie de talent parce qu'il y a aussi beaucoup de demandes. Exactement. Très bonne remarque. En fait, c'est pour ça d'ailleurs que nous allons à Pontaud-de-Mer, qui se trouve proche de Rouen. Ce sont des bassins d'emploi qui sont encore tout à fait très actifs pour les centres de relations clients. Parce que c'est des bassins d'emploi assez pauvres et du coup c'est vrai que d'installer des centres de relations clients dans des endroits de France où l'emploi n'est pas super actif, c'est intéressant parce que non seulement on a rapidement des candidats de très bon niveau et on a très peu de turnover.
Ouais, je confirme aussi, quand je travaillais chez un gros éditeur de logiciels, on avait un centre de contact à Bordeaux, un centre de contact à Metz et un centre de contact à Paris. Et c'est vrai qu'on avait une meilleure fidélisation, une meilleure qualité en région, parce que bah, les gens, forcément, ils étaient moins pris, moins demandés. Ouais. Une autre question d'Hélène qui disait, tout à l'heure, tu as parlé de 95% d'appels décrochés. Est-ce que c'est 95% d'appels décrochés ou 95% de réponses apportées en direct? Eh bien, en fait, alors, c'est 95% de décrochés, donc sur 100 appels, on en décroche 95 en moins de 30 secondes. Donc ça, c'est les normes NF. Et après, c'est un autre sujet sur l'apport de réponse, puisque on va mesurer à la fois la QS et le taux de ce qu'on appelle le First Contact Resolution, donc le taux de résolution à la première demande, enfin, un premier contact. Ça, c'est deux choses différentes. On peut très bien avoir une très très bonne QS et un mauvais taux de résolution au premier contact. Ouais, parce qu'on décroche, mais on n'est pas capable de répondre et on dit bah attendez, on va vous rappeler plus tard. Tout à fait. Et ça, forcément, ça va pas Euh, être très content. Une autre question, est-ce que vous mesurez la qualité de traitement du collaborateur? Alors ça, je pense que c'est l'enquête de SAT. Alors, on mesure la qualité de traitement du collaborateur par deux façons. La première, c'est la double écoute qui est réalisée donc par le superviseur ou le responsable de service client. Donc, on va écouter des conversations et on a à partir d'une grille de qualité, donc certains critères d'évaluation de qualité de traitement de la relation, qualité de la réponse, pertinence de la réponse. Donc là, on va avoir un taux de qualité via la double écoute. Et puis, on a un taux qui peut être calculé par des enquêtes de satisfaction liées aux conseillers. Donc là, voilà, ça permet d'avoir à la fois l'avis du client et à la fois l'avis du superviseur. Et on peut même mettre en place ce qu'on appelle des comités de calibrage, c'est-à-dire qu'on va se réunir à plusieurs autour de plusieurs conversations et chacun va noter la qualité de traitement pour partager et améliorer. Alors, une question d'Isabelle M. Ces indicateurs sont-ils communiqués et partagés avec les équipes transverses et le CODIR? On parlait de qualité de traitement, etc. etc. Alors, en fait, il y a différents niveaux de rapport. Généralement, oui, la direction, soit marketing, soit la direction générale, soit la direction de l'entreprise, va observer certains indicateurs selon les objectifs de l'entreprise, s'il s'agit de fidéliser, de développer du chiffre d'affaires, de vendre, enfin voilà. Après, les différents indicateurs peuvent être partagés, mais généralement sur le terrain, on s'occupe plus de productivité, de performance et de qualité. D'accord. Alors, une question d'Hélène qui dit, quand vous dites notation par le conseiller dans le CRM avec des smileys, ça veut dire que vous avez un outil dans votre CRM qui permet de faire cela? Alors, oui, oui et non. C'est un outil que nous allons avoir via Eloquent, justement, puisque nous sommes en train de travailler à l'intégration de la dernière version de l'outil Eloquent, qui va nous permettre justement d'avoir des smileys au travers des emails qui nous permettront de hiérarchiser le niveau d'urgence selon le niveau de satisfaction du client. Donc, niveau d'urgence de réponse, bien sûr. Ouais. Alors, je pense aussi que la question, c'était tout à l'heure, les conseillers, ils peuvent auto-évaluer. Je pense que c'était ça aussi. C'est-à-dire que dans le CRM, il doit y avoir vous avez une petite case, une note oui. qui dit, voilà, le client, il est content, pas content, et c'est ça aussi. Alors ça, oui, bien sûr, oui, on le note dans les commentaires et on a effectivement un indicateur satisfait, plutôt satisfait, pas satisfait, et le conseiller va noter des choses qui vont nous être importantes puisqu'il va récupérer la voix du client, ce qu'on appelle la voix du client.
Je pense que c'était plutôt ça la question, et c'est vrai que c'est relativement simple à faire dans un CRM, puisqu'en fait, quand on Bien parle sûr. d'étoiles, mais ça peut être une note, hein, et en fait, comme ça, vous avez la notation. Moi, ayant travaillé dans de nombreux CRM, on avait souvent ces stars-là, noter une note pour savoir si les clients sont contents ou pas contents, etc. Alors, il y avait une question de Franck qui disait, est-ce que vous avez une idée du CRM utilisé? Alors, je pense que vous utilisez un vieux système métier, je ne sais pas. C'est le CRM Siebel. Si belle, ouais, donc un CRM historique. Voilà, donc il faut Euh, vraiment justement alors, évoluer. il y a Armel qui disait qu'elle se retrouvait tout à fait dans ses conseillers avec ce fatalisme, et il disait qu'elle avait parfois des problèmes justement là-dessus. Comment faire face au fatalisme aux conseillers par rapport aux clients? Alors, je pense qu'il y avait l'écoute quand on parlait tout à l'heure, le management directif ou pas, et les faire participer avec les fameuses enquêtes, c'était ça. Alors c'est ça, il faut les faire participer. Le fatalisme, c'est-à-dire le fatalisme côté client ou le fatalisme côté conseiller? Je pense que c'est plutôt côté client. Le fatalisme, si on observe un fatalisme sur certains process, là, c'est justement au superviseur ou au responsable de service client de faire remonter ce que va dire le conseiller en disant mais là, ça ne va pas du tout, on ne peut pas dire ça aux clients, on se fait insulter, ils ne sont pas contents, ils raccrochent, etc. Donc ça, c'est des remontées qu'il faut recueillir, et il faut travailler à l'amélioration des process, en fait. Ouais. Alors, une question de Fabien qui était intéressante, qui dit Eloquent permet-il de déployer en home office, justement dans le contexte actuel? Oui, on a parlé avec Prévoir, mais cet après-midi également, on a une conférence à 14h30 avec GFI, et GFI a mis en télétravail la plupart de ses collaborateurs, sauf ceux où il faut être présent physiquement, parce que parfois il y a des histoires de VPN, surtout dans le secteur bancaire, etc. Donc oui, le home office, on l'a déployé, et c'était déjà mis en place au moment des grèves. Oui, tout à fait. Alors, il y a Thierry, ça va être Thierry d'Avignon, qui dit la plupart de mes clients sont plus sur du 85% en moins de 3 minutes 30. Bravo, 30 secondes, c'était un beau score. Donc, une belle félicitations. Alors, il y a Anthony G qui dit prévoir a-t-il un chatbot et pour quel produit? Alors, pour l'instant, non, il n'y a pas de chatbot. Vous êtes encore dans du relation client classique. Oui. Voilà. Mais on peut en mettre en place, bien entendu. Oui. Alors, je crois qu'on a fini les questions-réponses. Merci Sylvie pour avoir subi cette petite séance de torture. C'était un plaisir, hein, vraiment, c'était très bien. Alors, s'il y a une dernière question, on la prend. Autrement, on va vous souhaiter à tous une très bonne journée. Merci à tous d'avoir assisté à ce web séminaire. Bien entendu, vous allez recevoir par email les slides. Vous aurez le replay si vous avez eu des problèmes de son. Normalement, le son est un peu meilleur. Si vous avez des questions, on est vraiment à votre disposition. Si vous souhaitez, Sylvie, bien entendu, peut éventuellement aussi, je pense qu'elle a un métier aussi à pas pouvoir répondre à vos questions, et nous on pourra en tout cas. Si vous avez des questions sur les produits, nous on sera un plaisir d'y répondre. Si vous souhaitez avoir une présentation de la solution, dites-le nous, à la fois centre de contact, enquête de satisfaction, analyse des émotions, etc. Chatbot, callbot, on est vraiment à votre disposition, et ce sera un plaisir de vous faire une présentation et de répondre à toutes vos problématiques. Donc merci à tous, merci Alain, merci Islem, merci Ghislaine. J'espère que ce web séminaire aura répondu à vos attentes, et nous souhaitons à tous une très bonne journée. Merci aussi à Sylvie pour avoir partagé toutes ses compétences, son expertise et tous ces petits trucs et astuces. En tout cas, une partie. Merci et rendez-vous à 14h30.